dans cet épisode d'Exploration cosmique. Le Soleil nous fournit de la lumière, de la chaleur et une réserve d'énergie verte. Mais il peut faire de l'espace un endroit dangereux. Nous parlerons des tempêtes solaires. Il y a eu des électrocutions. Et nous verrons comment prévoir la prochaine. Puis, nous visiterons la plus grande centrale solaire thermodynamique du monde. C'est tout de suite dans Exploration cosmique. Bienvenue dans Exploration cosmique. Je m'appelle Émilie Calandrelli. Nous sommes à la centrale solaire d'Ivanpah, dans le désert de Moravie, où nous allons visiter la plus grande centrale solaire thermodynamique au monde. Mais tout d'abord, intéressons-nous au tout-puissant Soleil. Vieux de 5 milliards d'années, situé à 150 millions de kilomètres, 5000 degrés Celsius en surface. Il est le centre du système solaire, le majestueux Soleil. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, il y avait un nuage de poussière froide. On ne sait pas exactement quoi, mais quelque chose l'a percuté. Et ça a déclenché une réaction. La matière s'est accumulée, s'est agrégée, la pression a augmenté. Et à l'intérieur, la fusion de l'hydrogène en hélium a démarré. Le Soleil était né. Constitué principalement d'hydrogène et d'hélium, le Soleil est une étoile si grande qu'il pourrait contenir 1 million de planètes Terre. Il est si chaud que les deux planètes les plus proches, Mercure et Vénus, sont littéralement brûlées, la température avoisinant les 400 degrés Celsius. Les planètes proches sont, en quelque sorte, cuites par les radiations, à cause de la faible distance. Mais cette énorme boule de feu nous fournit énormément d'énergie. Le Soleil est si puissant qu'une seconde de l'énergie qu'il produit équivaut à l'explosion de 100 milliards de tonnes de dynamite. La source de cette énergie, des réactions nucléaires dans son cœur. Quand on parle de réactions nucléaires, on a l'impression que c'est très dangereux. Mais c'est le carburant du Soleil. Il y a une réaction contrôlée dans le cœur. Le Soleil est fait de plasma, qui est le 4e état de la matière, avec les états solides, liquides et gazeux. Ce plasma tourne à des vitesses différentes et est traversé de champs magnétiques. Ces champs magnétiques tournent dans le Soleil et finissent par en jaillir. Le Soleil est un animal dynamique, en quelque sorte. Il a une forte activité plasmatique et magnétique. À cause de celle-ci, il y a des éruptions solaires. Ces phénomènes peuvent être divisés en deux catégories. Les éruptions solaires sont des explosions de gaz et d'énergie magnétique à la surface du Soleil. Ces champs magnétiques libèrent de l'énergie, ce qui a deux effets. Elles déplacent de la matière et la chauffent. Lorsque ça arrive, c'est très rapide et intense, et ça entraîne une libération très vive de lumière. Un éclair très intense qui couvre tout le spectre électromagnétique. C'est une éruption. En même temps que cette lumière, de la matière est éjectée du Soleil. Elle peut voyager à plus d'1 million de kilomètres/heure. Ce sont les éjections de masse coronale. Ce sont des éjections d'énormes quantités de matière dans le système solaire. On parle de milliards de tonnes de matière qui se déplacent à plusieurs millions de kilomètres/heure. Ça a l'air très dangereux. Qu'est-ce qui se passe si ça touche la Terre? Les grosses tempêtes solaires peuvent toucher les satellites, les tours de contrôle, les GPS. Il y a des satellites en orbite dont nous dépendons. Les radiations sont très dangereuses. Les composants électroniques des satellites pourraient être détruits, ou tout du moins endommagés.
Il y aurait des blackouts sur Terre. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale prouvent que l'objet le plus massif de notre système solaire est à la fois dynamique, puissant et dangereux. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale sont des phénomènes fréquents provoqués par les réactions nucléaires au cœur du Soleil. C'est une structure complexe et dynamique qui stocke de l'énergie. Une fois la limite atteinte, il y a une énorme libération d'énergie. Lors d'une éruption, c'est de l'ordre de 100 000 fois la consommation annuelle d'énergie dans le monde. Ce sont d'énormes éruptions, les plus importantes du système solaire. Notre atmosphère nous protège de la plupart de ces éruptions. Mais tout ce qui est en orbite court des risques, aussi bien les satellites que les astronautes de la Station spatiale internationale. Il y a des endroits de la station plus protégés. Ils peuvent s'y rendre pour attendre que le niveau des radiations baisse. Le meilleur moyen de se protéger, c'est d'avoir du matériel pour faire barrage. Mais c'est de plus en plus difficile d'en envoyer dans l'espace. De temps en temps, lorsque ces éjections percutent l'atmosphère, des particules s'y engouffrent et perturbent nos systèmes électriques. Une de ces énormes tempêtes solaires s'est déroulée il y a 150 ans et porte le nom de l'astronome qui l'a observée. La plus grosse qu'on ait observée est l'éruption de Carrington, qui s'est déroulée avant l'ère spatiale, en 1859. Elle a été très forte, peut-être la plus importante depuis 10 000 ans. À l'époque de cette éruption, on utilisait encore beaucoup le télégraphe. Elle a causé beaucoup d'interruptions du télégraphe et même des incendies de postes de télégraphe. Des rouleaux de papier utilisés pour les télégraphes ont pris feu. Il y a eu des électrocutions. Beaucoup d'événements similaires auraient pu se produire, notamment lors d'une dangereuse éjection de masse qui s'est produite en juillet 2012. Ces éjections se produisent tout le temps. La plupart passent à côté de la Terre. Il est très rare qu'elles nous percutent de plein fouet. En 2012, elle est passée très près et elle était énorme. Le 2 juillet, 21 jours avant l'éruption, on avait déjà vu que cette région évoluait. Le 12 juillet, 10 jours après, la région active était en face de la Terre. Quand vous voyez ça, vous savez que quelque chose va arriver? Pour nous, c'est le signe typique qu'il y a une montée d'énergie dans la région active. On peut s'attendre à des éruptions majeures dans cette région. 11 jours plus tard, on voit sur les images que c'est une grosse éruption. Ce nuage, c'est l'éjection de masse de juillet 2012. Et on y a échappé, à 2 semaines près. 11 jours avant, la région active était juste en face de nous. La rotation l'a éloignée et l'éjection a eu lieu. On a eu beaucoup de chance. On l'a échappé belle, oui. Si cette région active s'était trouvée en face de la Terre, cette éjection aurait pu nous toucher. C'est inquiétant. Ça aurait pu être la plus grosse jamais vue. Antti Pulkkinen de la NASA tente d'avoir toujours un coup d'avance sur le Soleil. Il y a plusieurs éruptions par jour. Nous les suivons toutes. C'est similaire à la prévision des ouragans. Ceci, c'est notre ouragan cosmique, notre éjection. On renseigne les conditions initiales et le modèle nous dit quelles régions seront impactées. Cette éjection qui a eu lieu aujourd'hui va toucher Mercure. Elle n'impactera pas la Terre, mais touchera d'autres planètes. Mais les personnes qui se baladent dehors, elles ne risquent rien? Pour les gens, l'impact principal, ce sera l'aurore polaire.
Si on se trouve sous de hautes latitudes, le spectacle est magnifique. Malgré les dangers potentiels des tempêtes solaires, elles ont un effet secondaire inoffensif, visible depuis la Terre. Les aurores boréales. Elles résultent de la collision entre les particules éjectées du Soleil et celles de l'atmosphère terrestre. Pendant que nous profitons du spectacle, là-haut, le Soleil bouillonne. Et la prochaine éruption peut survenir à tout moment. À la fin du XXe siècle, on a commencé à parler de météorologie de l'espace pour parler d'une tempête qui part du Soleil, se déplace et impacte le champ magnétique terrestre. Prévoir ces tempêtes et protéger nos satellites est une nécessité. On peut prendre des mesures. Les satellites peuvent s'éteindre pour protéger leur matériel. Mais il faut prévoir. Quand ça arrive, c'est comme une tornade. Une fois que ça arrive, on ne peut plus rien faire. Pour mieux comprendre quand se produisent ces tempêtes, la NASA a envoyé un satellite en 2010, appelé Observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, le plus perfectionné jamais envoyé pour l'étude du Soleil. Les images qu'il enregistre ont une définition 8 fois plus élevée que la télévision haute définition. Sa base se situe ici, au centre de vol spatial Goddard, dans le Maryland. Nous sommes dans la salle des opérations de l'Observatoire de la dynamique solaire. Qu'est-ce qui s'y passe? Cette salle est le cerveau des opérations. Les opérateurs, installés devant ces ordinateurs, surveillent continuellement l'état du satellite, ainsi que l'état de chacun de ces instruments. Voici une vue du Soleil que non seulement les scientifiques n'avaient jamais eue, mais que le public n'avait jamais eue. L'un des instruments étudie le champ magnétique du Soleil, mais aussi l'intérieur du Soleil, grâce à des techniques d'imagerie comparables à la sismologie. À l'intérieur du Soleil? À l'intérieur du Soleil, oui. Ce qui se passe juste sous la surface, mais aussi plus profondément, à différents niveaux et différentes températures, dans 10 longueurs d'onde différentes. Il nous envoie des images en ultra haute définition toutes les 12 secondes dans ces 10 longueurs d'onde. La quantité d'informations transmises à la Terre chaque jour est gigantesque. C'est comme si on téléchargeait 500 000 chansons sur iTunes en une journée. C'est extraordinaire. Chaque fois que je regarde le Soleil, je suis époustouflé. Il s'y passe des tas de choses. Il n'est jamais pareil. Il se passe sans arrêt des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Le Soleil est extrêmement dynamique et il n'attend pas. On devait calibrer les instruments aujourd'hui, mais comme le Soleil n'attend pas, on a dû repousser. Le Soleil est très mal poli. Oui, tout à fait. Si on regarde ces 4 images du satellite, on voit en temps réel dans quelle direction il est pointé, quelle vitesse il tourne, et en bas, on voit sa position orbitale. Le SDO permet aux scientifiques d'avoir des images pratiquement en temps réel. Elles sont enregistrées en niveau de gris, puis des couleurs sont ajoutées pour faire ressortir certains détails. Ici, on voit des taches noires, qu'on appelle des trous coronaux. C'est comme des tuyaux qui expulsent des vents solaires très rapides. On croirait un océan de plasma, de température très élevée et de champs magnétiques. C'est très vivant. Oui, très. Il est extrêmement dynamique. Et ça, on ne s'en aperçoit pas quand on voit cette grosse boule dans le ciel. Grâce à l'Observatoire de la dynamique solaire et au personnel de cette salle, nous avons une idée de ce qui se passe à l'intérieur du plus grand objet céleste du système solaire, et plus important, de ce que pourrait nous réserver l'avenir proche. Nous avons vu quels pouvaient être les dangers du Soleil. Mais le plus grand corps céleste du système solaire a aussi ses bons côtés. C'est une source d'énergie immense, écologique et gratuite pour la Terre. Pour comprendre comment cette énergie est canalisée, nous sommes à la centrale solaire d'Ivanpa, dans le désert de Moravie,
la plus grande centrale solaire thermodynamique au monde. Située à 1 heure à l'ouest des néons de Las Vegas, un autre type de lumière brille dans le désert de Mojave. Lorsqu'on sort de l'autoroute à Ivanpah, en Californie, on est accueilli par des milliers de miroirs répartis sur 8 km de terrain. Cette centrale est particulière car c'est la plus grande centrale de ce type dans le monde. Elle est 30 fois plus grande que la deuxième. Ici, plus de 350 000 miroirs produisent assez d'énergie solaire pour alimenter 140 000 foyers en Californie. Le directeur général, Mitch Samuelian, m'ouvre les portes de la centrale pour me montrer les bénéfices engendrés par le soleil ici, dans le désert. Nous nous trouvons dans ce qu'on appelle un champ solaire. Il est composé de 60 000 héliostats. Un héliostat, c'est l'un de ces dispositifs. Il est constitué de 2 miroirs et d'un axe qui fait pivoter les miroirs de haut en bas et de gauche à droite. Chacun de ces miroirs fait à peu près la taille d'une porte de garage. Oui, ils font environ la taille d'une porte de garage et ils sont reliés par une structure en métal. Chaque héliostat reçoit de l'énergie solaire et la réfléchit une fois. Chaque unité comprend 60 000 héliostats, donc chaque unité reçoit 60 000 fois la chaleur du soleil et la concentre dans un récepteur central. Donc tous ces miroirs renvoient l'énergie solaire vers le sommet de cette tour qui est remplie d'eau, c'est ça ? C'est exact. Ce qu'on voit ici, c'est la structure qui reçoit la lumière réfléchie. Ce sont des générateurs de vapeur. Ce sont des tubes en acier d'environ 2 cm de diamètre. On fait passer de l'eau dans ces tubes. Elle est chauffée à plus de 1000 degrés. Ça génère de la vapeur qui active une turbine à vapeur, elle-même connectée à un générateur qui produit de l'électricité. C'est très simple. C'est le même principe que j'utilisais lorsque j'avais 6 ans pour griller des fourmis avec une loupe. On utilise le même principe de base. Les héliostats sont manœuvrés depuis le centre de contrôle tout proche. Du personnel y travaille 24 heures par jour, 365 jours par an. Maintenant, nous allons nous rendre au niveau de la turbine. Je vais vous montrer où se situe la turbine à vapeur et le générateur. L'eau est envoyée dans les tuyaux. Les tuyaux générateurs de vapeur chauffent grâce à l'énergie concentrée. Cette turbine tourne à la vitesse de 7200 tours par minute. C'est très rapide. Elle est connectée au générateur par cet engrenage. La vapeur est mise sous pression, elle descend le long du tuyau et passe par la turbine qui est reliée au générateur qui produit de l'électricité. L'électricité produite par la centrale pourrait éviter le rejet de millions de tonnes de dioxyde de carbone et d'autres formes de pollution, soit l'équivalent de 70 000 voitures. Du soleil à ces miroirs et jusqu'au tour, où je me rends maintenant pour admirer la vue du 5e étage. Si notre ascenseur arrive jusque-là. Il fait beaucoup de bruit, pas vrai? Oui, ça me rend un peu nerveuse. Oui, mais il est très sûr. Personne n'y est resté coincé depuis un moment. Un moment? La vue de la plus grande usine de production d'énergie solaire au monde est incroyable. Le complexe génère 392 mégawatts bruts. C'est la quantité brute d'énergie qu'on produit. Et c'est génial parce qu'on ne brûle pas de charbon ni de gaz. C'est propre. On utilise l'énergie solaire. Dans le désert de Mojave, la lumière du soleil se transforme en électricité pour les habitants de la région. À 150 millions de kilomètres, les explosions et les éruptions constantes racontent une autre histoire. Le soleil, la plus grande source d'énergie pour la planète. Mais c'est en fait un réacteur nucléaire qui produit des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Et il le restera seulement pendant les 5 prochains milliards d'années. Jusqu'au moment où, enfin, il n'aura plus de carburant. Une fois tout l'hydrogène consommé, le Soleil perdra sa stabilité. Lorsque la réserve d'hydrogène sera épuisée, il commencera à s'étendre. Sa taille va augmenter, la couche de plasma va devenir plus mince et il finira par recouvrir l'orbite terrestre. Ce n'est pas bon. Dans quelques milliards d'années, quand le cœur du Soleil aura consommé tout son hydrogène,
La fusion de l'hydrogène démarrera dans les couches externes du cœur. Cela va causer l'expansion du Soleil. Et ce ne sera pas bon pour les planètes les plus proches du Soleil. Ce qui inclut la Terre. Ça inclut la Terre, oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Même le plus grand objet céleste de notre système solaire. C'était Exploration Cosmique, je m'appelle Émilie Calandrelli.